Dernière des 13 femmes assassinées dans cette région centrale de l'Angleterre. Jusqu'alors, les policiers chargés de l'enquête ont toujours estimé que le meurtrier des 13 victimes est le seul et même homme. Ce pourrait donc être bien William Sutcliffe, pardon. Il a 35 ans, il est marié, il est chauffeur routier. Ce soir, c'est toute l'Angleterre qui respire, à commencer bien sûr par les femmes qui habitaient ce triangle devenu maudit du Yorkshire. Depuis 5 ans, on avait peur dans les rues des villes du Yorkshire. Les policiers avaient multiplié les appels afin que les femmes seules ne sortent pas la nuit. Les étudiantes étaient protégées. Dans cette région entre Manchester, Bradford et Leeds, par 13 fois, on avait en effet découvert les cadavres de femmes atrocement mutilées. C'était le plus souvent des prostituées. À chaque fois, une même mise en scène macabre qui fit penser aux enquêteurs que ces meurtres avaient un seul auteur. 4 millions de livres ont été dépensés pour rechercher, interroger, assembler les moindres détails pouvant permettre l'identification de l'assassin. Des dizaines de milliers de voitures, de maisons furent contrôlées. Des milliers de personnes ont été entendues. La police paya 1 million de livres pour acheter par voie d'affiche ou de télévision, pour alerter par voie d'affiche ou de télévision la population de cette région du Yorkshire. En vain. L'éventreur multipliait lui des envois de lettres et même une cassette où il narguait la police. Cet homme, George Oldfield, vieux policier de Leeds, tentera sans succès pendant plus de 4 ans d'arrêter l'éventreur. Malade, il fut écarté de l'enquête au profit d'un état-major spécial dirigé par Jim Hobson qui reprit tout le dossier depuis le premier crime en octobre 1975, examinant toutes les informations reçues. On sait tout sur lui, il nous manque son adresse et son nom. Il faut compter sur le hasard, nous disait-il il y a un mois. Le hasard, ce fut un contrôle de routine pour une plaque d'immatriculation fausse dans cette rue de Sheffield. 2 policiers interpellaient le conducteur et sa voisine, une prostituée. Le conducteur s'appelait Peter Sutcliffe. Ce policier, Bob Ring, racontera que Peter Sutcliffe était nerveux, voulait qu'on le laisse tranquille. Pourtant, Peter Sutcliffe fut conduit dans ses locaux de la police de Sheffield pour être interrogé. Il était le suspect attendu par les enquêteurs. On sut très vite son identité, qu'il avait 30 ans, qu'il était marié, que sa femme était institutrice. Tous deux vivaient à Bradford, dans cette petite maison bourgeoise, dans un quartier tranquille. Cet après-midi, la police gardait sa maison. Ses voisins sont un peu étonnés ce soir. C'était un homme sans histoire, avec un travail. On n'a rien remarqué de spécial, dira ce voisin. Ce soir, à Leeds, à Bradford, à Manchester, et puis à la une de tous les journaux, on pousse un grand soupir de soulagement. On se rappelle en effet, en 1888 déjà, un premier Jack l'Éventreur. Deuxième titre de l'actualité, l'Italie, avec une réponse sans équivoque du gouvernement aux Brigades Rouges aujourd'hui. Rome a dit non à ce qu'elle appelle les sinistres procédures proposées par les terroristes. C'est le ministre de la Justice qui l'a confirmé devant le Sénat cet après-midi. Les sinistres procédures dont il parlait correspondent aux exigences des Brigades Rouges. Exécution rapide du juge d'Urso si les mutins de la prison de la haute sécurité de Trani ne peuvent s'exprimer sans la moindre censure à la radio, à la télévision et dans les principaux quotidiens. L'Italie donc fait front au moment où la photo de l'otage publiée par l'hebdomadaire L'Espresso révèle un homme à bout, à la limite de la folie, un homme en danger de mort, a dit un médecin, un homme qui subit une tension effroyable à laquelle il s'efforce de résister. Victor Vrabon. Déclaration de Flaminio Piccoli, secrétaire général de la démocratie chrétienne. Nous sommes devant un chantage très grave et inacceptable. Donc, pour le parti au pouvoir, pas question de marchander avec les Brigades Rouges. Le Parti communiste italien a toujours manifesté la plus grande fermeté dans ce genre d'affaires. Voici ce qui est écrit dans l'Unità. La République ne doit pas capituler. Toute incertitude, toute manœuvre prendrait l'allure d'une trahison. Même le Parti socialiste, qui a pourtant précipité la fermeture du quartier de haute sécurité de l'Asinara, comme le demandaient les Brigades Rouges, le Parti socialiste fait savoir que les exigences des terroristes ne peuvent pas être prises en considération. Alors, négocier ou pas? Je dirais qu'il ne faut pas négocier. L'État ne devrait pas traiter avec les terroristes. C'est un chantage et pour moi ça ne va pas. Pourquoi le ferait-il pour D'Urso s'ils ne l'ont pas fait pour Aldo Moro?
Il est possible que cette enquête ne soit pas forcément convaincante, mais tout de même, j'ai pu constater que dans 9 cas sur 10, les gens se prononçaient contre tout marchandage avec les Brigades Rouges. À la limite, le gouvernement italien est tellement discrédité que les gens répondent, ce gouvernement s'est mis dans cette situation, il n'a qu'à s'en sortir. Et puis, il y a tout de même une chose qui n'est pas sans importance et qu'il faut souligner, et qui montre qu'il y a un certain sursaut dans cette presse italienne qui, jusqu'à maintenant, a fait tellement de publicité en faveur des Brigades Rouges. 2 quotidiens importants, le Corriere della Sera et Il Giornale de Milan, ont décidé de ne plus publier les communiqués des Brigades Rouges et leurs revendications. C'est bien la première fois que cela se produit en Italie. En direct avec nous maintenant, Federico Cohen, qui est l'un des membres dirigeants du Parti socialiste italien, dont Victor Raman disait tout à l'heure qu'il lui avait semblé à un moment que vous étiez partisan d'une certaine forme de négociation avec les Brigades Rouges. Alors aujourd'hui, vous semblez revenu à la fermeté. Nous sommes très fermement contre la négociation politique avec les Brigades Rouges, que c'est la négociation qu'elles demandent maintenant. Nous sommes été toujours contraires à une négociation politique avec les criminels. Mais vous étiez pour la fermeture de la prison. La question de l'Asinara est très différente. Il s'agit du garantisme. Nous devons garantir aussi aux criminels un jugement légal et un traitement humain dans les prisons. C'est une question complètement différente. Très fermement contre la négociation politique avec les Brigades Rouges, que c'est la négociation qu'elles demandent maintenant. Nous sommes été toujours contraires à une négociation politique avec les criminels. Mais vous étiez pour la fermeture de la prison. La question de l'Asinara est très différente. Il s'agit du garantisme. Nous devons garantir aussi aux criminels un jugement légal et un traitement humain dans les prisons. C'est une question complètement différente. La question de l'Asinara avait été décidée par le gouvernement avant l'épisode de D'Urso, et on doit maintenir les décisions qui avaient été prises parce que c'est une prison qui n'est pas en règle avec les lois et avec les droits que chaque citoyen qui doivent être respectés pour chaque citoyen. C'est deux questions complètement différentes. Est-ce qu'on peut dire ce soir, M. Cohen, que donc tous les partis politiques italiens font front, un front uni, non au terrorisme, non à toute négociation, toute forme de négociation avec les Brigades Rouges? Nous sommes contraires à chaque négociation qui est un sens politique. C'est très différent s'il s'agit de questions humanitaires, s'il y a à payer de l'argent pour sauver une vie humaine, aussi garantir l'incolumité en cas d'un épisode différent où il y a un problème de changement entre vie humaine et incolumité d'une personne, mais pas de négociations. Alors, lorsqu'il s'agit de questions politiques, de changer... Nous avons bien compris, M. Cohen, mais est-ce que vous considérez qu'il y a un sursaut national aujourd'hui contre les Brigades Rouges qui font tant de tort à l'Italie, d'une manière générale, à l'étranger, et bien sûr chez vous? Nous partageons ce sentiment et nous sommes contre la négociation politique avec les Brigades Rouges. Qu'est-ce que vous pouvez donc faire, vous-même, qui participez, en tout cas votre parti, au gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ce cancer qui vous ronge et qui s'appelle le terrorisme? Nous pensons que la lutte contre le terrorisme doit être conduite avec moyens ordinaires et démocratiques, et nous ne devons pas accepter l'invitation, l'objectif des Brigades Rouges de changer la nature de l'État italien en un État dictatorial. Nous devons défendre la légalité et la démocraticité de l'État et avec ses moyens et non pas avec d'autres moyens. Nous devons défendre même si tout s'écroule comme c'est l'impression qu'on a aujourd'hui, vu de France. Vous n'avez pas l'impression, vous, que toute la démocratie italienne, à laquelle évidemment vous faites tant référence, est en train de partir en lambeaux, est en train de se détacher progressivement, est en train de se pourrir de l'intérieur à cause de l'action des Brigades Rouges?
La position de mon parti n'est pas différente dans la défense de la démocratie et de la position des autres partis politiques. Mais nous sommes fermes sur la position du garantisme et nous sommes pour la défense de la légalité avec des moyens démocratiques et légaux. C'est là la position de mon parti. Et en ces cas, ça signifie de refuser chaque négociation politique. C'est notre position. Je vous remercie, M. Cohen. Toujours à l'étranger, les difficultés du gouvernement Begin en Israël. Il n'est pas impossible que le Premier ministre démissionne à la suite du différend qui oppose deux de ses ministres. Pour son chef de cabinet, Menachem Begin est fatigué, profondément déçu, mais il n'a pas encore évoqué la possibilité d'un départ. Un hommage aux magistrats, un jugement sans complaisance pour ceux qui critiquent systématiquement la justice. Le chef de l'État a voulu marquer de manière un peu solennelle sa présence à la séance de rentrée de la Cour de cassation, séance annuelle, mais le général de Gaulle ne s'y était rendu qu'une fois, le président Pompidou 2 fois, et Valéry Giscard d'Estaing 3. Une manière donc pour lui d'affirmer l'importance de la justice dans la société française et spécialement en ce moment. Paul Lefebvre. Rendez-vous traditionnel du pouvoir politique et du pouvoir judiciaire, l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, au-delà des fastes, des dorures et des gestes traditionnels, a permis au premier président de la plus haute juridiction française de dire deux choses. Première chose, la Cour de cassation, peu connue des Français, mais pivot du système judiciaire et surtout garante de l'application des lois, ne peut plus rendre bonne justice. Il faut qu'à la société moderne corresponde une justice moderne, dotée de moyens lui permettant de suivre et surtout de comprendre l'évolution de cette société. Deuxième chose, parlant au nom de tous les magistrats, dont il est le premier, M. Robert Schmelk a rappelé que la mesure et la sérénité sont les deux conditions essentielles de la bonne justice. Qu'on ne nous juge pas sur les apparences. Nous avons le respect de nos traditions. Si nous nous sentons solidaires de ceux qui nous ont précédés, c'est qu'ils nous ont appris, avec le sens de la mesure, qu'aucune force ni raison ne nous autorise à transiger avec notre conscience. Si nous nous inspirons de leur pensée, c'est que nous savons qu'ils la voulaient juste et humaine. Nous savons aussi que l'immuable apparence des choses judiciaires représente un élément de stabilité. Elle symbolise et affirme de façon visible la permanence et la continuité de la nation. Réponse du président de la République: malgré les critiques, la justice demeure une justice de grande qualité, des moyens nouveaux vont lui être accordés. Je rends publiquement hommage, a dit le chef de l'État, au courage personnel et à la dignité des magistrats français. Puis, le président de la République a mis en garde les Français contre une critique trop systématique de leurs magistrats. La justice, comme toutes les institutions de nos sociétés républicaines et libérales, la justice n'est pas indestructible. Trop d'exemples dans le monde nous montrent l'image d'une justice asservie et d'une défense hors d'état d'exercer son rôle. Une société démocratique est celle qui réalise le plus juste équilibre possible, à un moment donné de l'organisation sociale, entre la liberté et la réglementation. Commentaire du socialiste Laurent Fabius: ce septennat aura été celui du recul de la démocratie et du droit. Pendant ce temps, le procureur général de la Cour d'appel de Paris, Paul-André Sadon, a appelé les magistrats à la fermeté. La voie de la mansuétude amène à la faiblesse, a-t-il dit. Le chemin de l'équité, c'est celui de la fermeté. Alors, monsieur le procureur général, on se demande si ce n'est pas une attitude éminemment politique qui est dictée ou par le pouvoir ou par la montée de l'opinion. Absolument pas. C'est tout simplement l'analyse objective des statistiques de l'année 1980 qui ont montré que la lenteur des jugements était incontestable. J'ai cité des affaires qui ont mis plusieurs années pour être jugées par les cours d'assises. Et d'autre part, il faut bien constater que l'opinion publique, c'est vrai, ne comprend pas toujours une certaine mansuétude de la part des juridictions. Donc c'est une manière de reproche vis-à-vis de vos collègues magistrats, dont certains seraient trop laxistes, disons. Non, comprenez bien les choses. Dans une juridiction, il y a les juges qui jugent.
il y a les avocats généraux, les procureurs généraux, qui requièrent. Et puis il y a la défense, qui est parfaitement libre. Eh bien, mon rôle est de défendre les intérêts de la société et les intérêts des victimes, et de mettre l'accent plus sur la défense de ces victimes et la sécurité des citoyens que sur les délinquants. Donc vous dites aux avocats généraux, requérez davantage plus haut, plus fort. Je dis aux avocats généraux qu'en effet, une certaine fermeté s'impose à une époque où on constate une aggravation incontestable de la violence et du nombre des délits ou des crimes. On peut quand même considérer que c'est une sorte de reproche vis-à-vis de ces avocats généraux, dont certains ne sont pas partisans peut-être de la fermeté pour la fermeté. On l'a bien senti dans la loi perfide. Écoutez, je ne le pense pas de la part de mes avocats généraux, parce que, à l'issue de l'audience, tous se sentaient parfaitement réconfortés d'avoir été encouragés à requérir fermement devant les juridictions. Et je crois qu'ils vont le faire en toute liberté, convaincus qu'ils sont de la nécessité d'une certaine fermeté. Et ne pensez pas utiliser l'opinion, dont on sent bien qu'elle est de plus en plus braquée, on l'a vu encore à propos du sondage sur la peine de mort, l'utiliser pour justement pousser à une justice plus dure? Je ne le souhaite pas, si vous voulez. Je pense que, si vous voulez, la justice française souffre de plusieurs maux. Le premier d'entre eux, c'est sa lenteur. Mais c'est bien votre faute. Il faut tout faire pour accélérer le fonctionnement de la justice. Le second des maux, c'est, je le crois, une trop grande mansuétude dictée par un certain humanisme que l'on comprend, mais qui ne s'explique pas bien à une époque d'aggravation ou de montée de la violence. Et puis je pense qu'il y a un dernier élément, c'est que les peines prononcées doivent être, dans l'ensemble, effectivement exécutées. C'est d'ailleurs un des aspects que je n'ai pas abordé aujourd'hui dans le discours que j'ai fait devant la Cour d'appel. On peut donc considérer concrètement que dans les cours d'assises, il va y avoir désormais plus de peines de mort requises, par exemple, et que vous souhaitez que davantage soit exécuté? Non, absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, je ne visais pas particulièrement les affaires criminelles de haut niveau, je visais la délinquance, c'est-à-dire des peines correctionnelles, et la criminalité ordinaire, c'est-à-dire vol à main armée, agression, etc., qui sont des crimes ou des délits pour lesquels la peine de mort n'est jamais encourue. Je vous remercie, Monsieur le procureur général, et je pense que vous pourrez vous familiariser davantage avec le fonctionnement de la Cour de cassation grâce au journal que nous y réaliserons demain en direct à 12h45 avec Robert Schmeck, nous l'avons dit. Patrick Lecoq et Paul Lefebvre recevront donc pour l'occasion tous ces hauts magistrats. Politique maintenant avec les vœux de Valéry Giscard d'Estaing aux journalistes cet après-midi. Pas d'allusion à la prochaine élection présidentielle, ni sur ses intentions, ni sur le moment d'en parler. Pas d'allusion donc non plus au sondage du quotidien de Paris aujourd'hui, qu'il donnait battu au second tour par François Mitterrand, 49-51. En revanche, il a fait savoir qu'il y aurait 2 conseils des ministres extraordinaires en janvier et février pour faire le point des 29 actions prioritaires pour la fin du septennat assignées au gouvernement par le chef de l'État. Il a également annoncé qu'entre-temps, il se rendrait en visite officielle en Italie le 22 et le 23 janvier. Et c'est à cette occasion qu'il sera reçu par le pape. Une première visite avait été remise à la suite du tremblement de terre près de Naples. Il assistera également à la réception de Marguerite Yourcenar sous la coupole. Europe, un nouveau visage à la tête de la Commission de Bruxelles. C'est désormais le luxembourgeois Gaston Thorn, qui fut Premier ministre de son pays, qui remplace l'anglais Roy Jenkins, qui était à ce poste depuis 4 ans. Il y a peut-être un petit peu de mal à vous repérer au milieu de ces différentes institutions européennes que sont la Commission, le Conseil des ministres, l'Assemblée. Lorraine Cuisin, vous êtes donc à vous retrouver. La Commission constitue l'administration de la Communauté économique européenne. Elle est composée de 13 membres désignés pour 4 ans par les gouvernements des États membres. 2 membres pour l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Angleterre, 1 pour les autres pays. Mais une fois nommés, les commissaires sont totalement indépendants et n'ont aucun compte à rendre au gouvernement de leur pays. Seul le Parlement européen peut provoquer leur démission collective en votant une censure à la majorité des 2 tiers. La Commission siège à Bruxelles où se trouve aussi l'important corps administratif qui dépend d'elle, quelques 7000 fonctionnaires. Le rôle de la Commission est triple. Premier rôle, elle est l'initiatrice de la politique de la communauté, dont elle exprime l'intérêt face à ceux des pays membres.
Elle étudie et prépare toutes les décisions du Conseil des ministres et en fait, ces décisions sont le fruit d'un dialogue approfondi entre les deux institutions. Sorte de courtier, la Commission incite les gouvernements à agir ensemble. Deuxièmement, la Commission est gardienne des traités et veille à leur bonne application par les pays membres. Elle seule a le droit d'enquêter et de se prononcer sur une éventuelle infraction de l'un d'entre eux. Enfin, dernier rôle, la Commission exécute les décisions qui découlent des traités ou celles prises par le Conseil. Elle en établit les textes d'application et en applique les mesures. Elle négocie les accords internationaux et gère les fonds de la communauté. Et puis depuis une semaine, bien sûr, il faut rajouter le drapeau grec à cette commission de Bruxelles. Place maintenant à une information scientifique de grande importance. Des chercheurs de l'Université de Genève ont réalisé une première en génétique. Ils ont réussi pour la première fois chez les mammifères à créer en quelque sorte des doubles en transplantant des noyaux de souris d'un embryon à un ovule. Martine Alain-Regnault nous dit comment ça s'est passé et ce qu'on peut attendre de la découverte. Ce n'est pas la première fois qu'une telle expérience est tentée, mais c'est effectivement la première fois au monde qu'elle réussit. Par micromanipulation d'embryons et d'œufs, ces chercheurs sont parvenus à fabriquer des sosies génétiques de souris, ce qu'on appelle des clones. La technique est courante en botanique, où par bouturage, on obtient bien des végétaux. Exceptionnelle chez les animaux inférieurs, où l'on a pu obtenir des copies de grenouilles. Mais jamais jusqu'à ce jour chez les mammifères, où l'on ne parvenait pas à construire à partir de cellules isolées des sosies génétiques, vieux rêve de l'humanité. Tout n'est pas encore gagné, mais une étape est franchie. Voici comment ces chercheurs s'y sont pris. Ils ont prélevé dans une femelle récemment fécondée des œufs à un stade très précoce où les noyaux de l'ovule et du spermatozoïde sont inclus, proches mais pas encore fusionnés. Ils les ont prélevés par pipette, laissant la cellule avec son cytoplasme libre de tout noyau. Parallèlement, ils ont prélevé dans une autre cellule, dans une autre souris, d'une autre couleur, un embryon très précoce. Au niveau d'un massif cellulaire, ils ont pris un noyau et ils ont décidé de le transplanter. Ce noyau va être introduit dans la cellule vidée de ses propres noyaux de souris blanche. Ce nouvel œuf, ainsi bricolé, noyau de souris noire avec cytoplasme de souris blanche, va se diviser pour donner un embryon qui sera transplanté dans une mère adoptive blanche et qui donnera naissance à une copie de la souris noire. Voici le bébé. Reste à savoir à quoi cela peut servir. Fondamentale, mais je m'en tiendrai à un point particulièrement important qui a intéressé les embryologistes depuis de très nombreuses années, à savoir le problème des potentialités des noyaux des cellules différenciées. De manière très simple, une cellule de rein contient l'information pour une cellule rénale. Est-ce qu'elle contient l'information pour l'ensemble des cellules? Une manière de répondre à cette question, c'est de prendre le noyau, de le mettre dans un œuf et de laisser le tout se développer et voir si ce noyau va gouverner la naissance des cellules du pancréas, du foie, du cerveau, que sais-je. Sur le plan pratique, je ne pense pas que ça apporte d'éléments essentiellement nouveaux. Par contre, sur le plan fondamental, et dans la mesure où le cancer est une maladie fondamentale de la cellule, de la vie cellulaire, tout ce qui apporte une lumière sur les aspects fondamentaux de la vie cellulaire peut apporter des lumières sur le phénomène fondamental qu'est le cancer. Autre question qui nous fait un peu rêver, si les clones se multiplient, si les expériences se multiplient, à quand les Einstein, les Mozart, est-ce pour demain? Alors oui, on peut rêver, il y a d'autres gens qui vous diraient que c'est un cauchemar, que sais-je, mais là je crois qu'il faut répondre à deux niveaux. D'une part, il faut bien préciser qu'on n'en est pas là, chez la souris, puisqu'il s'agit de noyaux provenant d'embryons et non pas de souris adultes. Là vous me parlez de Mozart qui est un homme adulte. Et que d'autre part, il faut transférer les expériences à l'homme. Enfin, à supposer qu'on ait réussi à garder les cellules de Mozart et leurs noyaux, que ces noyaux aient été réimplantés dans un ovule humain et qu'on ait obtenu une centaine de Mozart naissants, petits bébés Mozart, rien ne dit qu'ils seraient devenus des Mozart. Oui, enfin, ça ferait un joli concert, mais je crois qu'il y aurait un problème moral à régler bien avant. Quelques télégrammes maintenant, les habilitations aux formations universitaires supprimées cette année ne le seront peut-être pas définitivement. Dès aujourd'hui, ces universités peuvent faire de nouvelles demandes. C'est ce qu'a dit le ministre Alice Saunier-Seïté en recevant pour la première fois depuis 4 ans une délégation de l'UNEF. Chanel, enquête difficile sur l'attentat à l'explosif qui a dévasté les locaux hier matin, attentat revendiqué par un groupe indépendantiste de la Guadeloupe. Chanel maintient la présentation de sa collection à la fin du mois.
Manifestation de commerçants cet après-midi à Reims contre le nouveau plan de circulation mis en place par la municipalité. Pour eux, les zones piétonnières et les rocades détournent trop systématiquement les automobilistes du centre-ville. Et puis une autre manifestation à Marseille, chez les boulangers cette fois. Quelques 250 boulangers des Bouches-du-Rhône ont manifesté ce matin en direction de la préfecture de Marseille au cri de Monory démission, Monory au pétrin. Après quelques heures, les manifestants devaient se disperser dans le calme. Les boulangers voulaient ainsi riposter à ce qu'ils appellent une campagne menée contre eux à travers la publicité faite à un boulanger de La Ciotat. Ils réclament que la législation du travail soit appliquée chez tous les boulangers, y compris chez ceux qui vendent la baguette à 1 franc. Les forces de l'ordre qui étaient en faction depuis ce matin autour du palais de la Méditerranée à Nice, après l'évacuation des grévistes, se sont retirées en fin d'après-midi. Selon un accord intervenu entre la police et les membres du personnel, 4 syndicalistes ont été autorisés à rester à l'intérieur de l'établissement. Cette intervention des forces de police est l'aboutissement des difficultés financières dans lesquelles le célèbre casino est pris depuis 32 mois. Le violent incendie qui menaçait dans la soirée de dimanche les habitations de la périphérie de Grasse dans les Alpes-Maritimes est désormais contrôlé par les sapeurs-pompiers. Une centaine d'hectares ont été brûlés. La sécheresse inhabituelle et les vents très violents de ces dernières semaines continuent d'activer des foyers d'incendie un peu partout dans le Midi. Depuis le 15 décembre, c'est plus de 2000 hectares de forêt qui ont été détruits par le feu. Alors que le pompage du Tagno se poursuit toujours goutte à goutte en raison des difficultés techniques et climatiques et inquiète donc toujours les Bretons, voilà qu'une marée noire vient de toucher, sans crier gare, les côtes suédoises, conduisant à la destruction de plusieurs centaines d'oiseaux marins, parfois très rares, comme ce fut le cas au large des 7 îles en Bretagne Nord. Laurent Massardier. Des oiseaux comme celui-ci, on en a ramassé des centaines, des milliers, englués dans les hydrocarbures. Si la plupart étaient déjà morts, des milliers et des milliers d'autres ont dû être abattus pour abréger leur souffrance par des chasseurs mobilisés pour la circonstance. Parallèlement à ces actions, de nombreux particuliers en ont profité pour se livrer à de véritables scènes de carnage, tirant des oiseaux même pas atteints par la pollution. Certains oiseaux seront quand même sauvés, mais pour beaucoup, ils seront morts avant longtemps. Quant à la cause de cette pollution, elle n'est toujours pas formellement établie. Un navire qui a dégazé ou une nappe d'hydrocarbures venant des champs pétroliers de la mer du Nord. Voilà, je vous rappelle l'information essentielle de ce journal. L'étrangleur du Yorkshire est sans doute depuis ce soir en prison. Nous venons de recevoir des images qui vont donc remplacer ce portrait que vous voyez derrière moi en noir et blanc. Nous y voyons cet homme de 35 ans, donc, qui sort du tribunal, conspué, vous allez voir, par la foule. Dès que ces images vont arriver, elles nous viennent tout droit d'Angleterre. Ces images, donc, de cet homme qui s'appelle Peter William Sutcliffe, des images qui devraient arriver, en principe, et qui n'arrivent pas, qui est marié, qui est chauffeur routier, et qui a donc officiellement été inculpé ce soir du meurtre de la 13e femme assassinée dans cette région centrale de l'Angleterre, enfin disons du nord de l'Angleterre, et en tout cas centrale par rapport à la Grande-Bretagne. Donc Peter William Sutcliffe est officiellement inculpé du meurtre de cette dernière femme. Il semble qu'il soit également, mais ça tout reste à vérifier dans l'enquête bien sûr, responsable du meurtre des 12 précédentes. Voilà, le temps de vous donner la météo que je dois avoir ici. La météo d'aujourd'hui, eh bien aujourd'hui les températures étaient voisines des normales saisonnières. Pour celle de demain, les météorologistes ont enfin daigné mettre un petit peu de soleil sur la Bretagne, qui en a eu beaucoup depuis 15 jours. Des nuages en revanche, vous le voyez, sur le Massif central, les Pyrénées, les Alpes. Après le passage des pluies, eh bien des éclaircies apparaîtront sur les régions de l'Ouest et de l'Aquitaine. Le Mistral et la Tramontane souffleront et atteindront la tempête au large. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous tout de suite après ce journal avec La famille c'est la vie, qui est de retour grâce à un film de Simon Drey qui vous montrera un petit peu mieux ce que sont les difficultés de l'accession à la propriété pour un Français moyen. Vous y verrez également un très bon sujet de Pierre Champetier
sur l'adoption. Tout cela donc dans Question de temps que vous présentera Louis Berriot dans 5 minutes à peine. Et puis tout à fait en fin de programme, c'est-à-dire vers 23h, Patricia Charnelet vous présentera le tout dernier journal. Vous avez rendez-vous également avec Antenne de Midi, demain en direct de la Cour de cassation avec Robert Schmelk, Paul Lefebvre et Patrick Lecoq à 12h45. Et puis peut-être nous nous retrouverons demain à 20h. Bonsoir à tous.